L'argent est un sujet qui nous met mal à l'aise car on nous fait croire que c'est un sujet compliqué et qu'il est réservé uniquement aux personnes qui sont douées avec les chiffres. Donc c'est normal de se sentir submergé au moment de gérer ses finances et puis aussi de se sentir comme la seule personne qui ne sait pas comment s'y prendre. Laissez-moi vous dire quelque chose, nous sommes tous et toutes bizarres avec l'argent. Et même s'il n'existe pas de formule magique, on peut toujours gérer son argent de façon simple, efficace et fun. C'est d'ailleurs le défi que je vous lance. Je suis Thaïsa Wadron, la fondatrice de Déclic du Fric, et comme le nom l'indique, mon objectif est de provoquer le déclic et de vous donner envie de vous intéresser à vos finances. Donc pour ça, je crée des expériences éducatives qui vous invitent à voir l'argent sous un nouvel angle. Et donc en 3 jours, je vous propose de comprendre les mécanismes qui vous poussent à procrastiner, à mettre un plan d'action, mais aussi à découvrir les 4 fantastiques. Et donc pour vous aider durant ce défi, vous pouvez télécharger dès maintenant votre cahier d'exercice. Il faut imaginer la gestion de ses finances un peu comme un jeu d'obstacles. Le point de départ, ça va être l'intention, qu'on va souvent formaliser par je veux. Je veux économiser de l'argent, je veux épargner de l'argent, je veux plus d'argent, etc. Et c'est là en fait qu'on va rencontrer le premier obstacle qui est le déni. En fait, c'est de se dire je veux, mais en fait, je vais pas forcément plus loin. Et en fait, on reste un peu dans une zone de déni dans laquelle en fait, on va pas forcément s'intéresser à connaître en fait quelle est notre situation financière actuelle. On va pas s'intéresser à transformer justement cette intention en action concrète. Une fois qu'on arrive à sortir de la zone de déni, en fait, on va se motiver pour justement commencer à aller chercher des informations pour savoir en fait qu'est-ce qu'on peut faire pour justement transformer cette intention en action. Et c'est là en fait qu'on va tomber dans un tourbillon d'informations qui va venir un peu nous submerger et puis que finalement on va rencontrer l'obstacle numéro 2 qui est la procrastination. La procrastination dans le contexte de nos finances, en fait, c'est tout simplement de retourner dans la zone de déni et puis de se dire qu'on recommencera peut-être demain parce qu'aujourd'hui, c'est pas le bon moment. On a vraiment plusieurs raisons de procrastiner en fait avec l'argent, mais une chose est sûre, c'est que la procrastination n'est jamais un manque de volonté. En fait, avant d'être un sujet de chiffres, l'argent est surtout un sujet émotionnel. On craint par exemple d'être jugé, on craint de faire le mauvais choix, et puis inconsciemment on rentre dans un cycle d'auto-sabotage. Par exemple, on ne va jamais se dire qu'on ne va pas épargner de l'argent, on se dit tout simplement qu'aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment. On aura aussi tendance à chercher l'outil parfait, le moment parfait pour commencer à gérer son argent. En plus de ça, il faut rajouter qu'on a aussi beaucoup de petites histoires sur l'argent qu'on a intériorisées depuis notre plus jeune âge. Et en plus, si elles sont négatives, on aura tendance à les incarner comme une identité. Par exemple, la phrase que je vois assez souvent, c'est de se dire, mais en fait, je ne suis pas douée avec l'argent. Laissez-moi vous dire quelque chose, personne n'est doué avec l'argent. C'est juste que d'un côté, il y a des personnes qui ont déjà organisé leurs finances et puis d'autres qui n'ont pas encore fait. Alors, si vous avez l'habitude de dire ce genre de phrase, c'est le moment parfait de remplacer en vous disant que vous n'avez tout simplement pas encore organisé vos finances. Avant de plonger dans les chiffres, je vous recommande fortement de déconstruire votre relation avec l'argent. Prenez le temps d'identifier quelles sont les croyances que vous avez sur l'argent. Quelles sont les petites histoires que vous avez entendues quand vous étiez plus jeune? Est-ce qu'elles ont eu un impact positif ou encore négatif sur votre comportement aujourd'hui? Quelles sont vos habitudes financières? Qu'est-ce que vous faites quand vous avez de l'argent? Voilà, toutes ces questions-là, prenez le temps de vous les poser. Faire une introspection sur sa relation avec l'argent peut être un exercice inconfortable, mais je peux vous garantir que ça vous donnera les clés en fait pour comprendre en fait comment ces histoires-là ont un impact sur votre comportement et finalement sur quoi vous devez apporter un changement. Pour provoquer son déclic du fric, il faut 4 choses. Le désir d'apporter un changement, la capacité de faire ce changement, le déclic pour actionner la mise en action et une habitude pour maintenir le désir d'action. Il n'y a pas de changement sans mise en action. C'est un fait. Mais c'est vrai que lorsqu'il s'agit de planifier son avenir financier, ce qui nous effraie le plus, c'est l'incertitude. On est toujours un peu en conflit entre le présent et le futur. Et en plus de ça, on nous dit souvent que les décisions qu'on prend dans le présent affectent notre futur. C'est vrai, mais cela ne veut pas dire qu'elles sont irréfutables. On peut toujours les réajuster. Une des critiques que je fais sur les conseils en finances personnelles, c'est que les stratégies de planification sont souvent rigides. On peut vite se sentir submergé par les choses que nous devons faire. Et elles ne sont pas toujours tenables sur le long terme. Par exemple, il y a des méthodes de budget qui vont nous recommander de suivre scrupuleusement nos dépenses. Peut-être facile de le faire le premier mois, mais plus pénible le deuxième. Et ou encore, par exemple, il y a des recommandations comme quoi il faudrait entre 3 et 6 mois de son salaire dans son épargne d'urgence
Pour beaucoup de personnes, cela peut ressembler comme un jeu sans fin. Et en fait, tous ces conseils-là ne tiennent pas forcément en compte la spécificité qu'on peut avoir et encore moins les discriminations que l'on peut subir. Donc, avoir une relation avec l'argent, ça demande du temps, ça demande de l'effort, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas gérer son argent avec simplicité. Le secret pour moi d'une bonne relation avec l'argent et d'une bonne gestion, c'est d'avoir une approche flexible avec l'argent. Et pour ça, il faut juste commencer quelque part et puis se laisser l'opportunité de le réajuster plus tard. Gérer son argent avec flexibilité, c'est comme faire une recette. Je sais que mon exemple est un peu bizarre, mais je m'explique. Si c'est la première fois que vous faites une recette, vous allez certainement suivre les instructions ou, à l'inverse, vous allez vouloir improviser. Les deux options sont possibles. Si dès votre première tentative, votre recette elle est parfaite, vous la gardez telle qu'elle. Si ce n'est pas le cas, vous allez vouloir réajuster. Vous allez vouloir certainement rajouter des ingrédients, ou enlever des ingrédients, modifier le mode de cuisson, peu importe, jusqu'à ce que finalement ce que vous recherchez, c'est que cette recette-là devienne la vôtre. Gérer son argent, c'est pareil. Il n'existe pas une recette qui convient à tout le monde, mais par contre, vous devez trouver celle qui vous convient. Voici ce que vous pouvez faire pour commencer à mettre en place une stratégie pour la gestion de vos finances. D'abord, définissez où est-ce que vous voulez aller. Quel est l'objectif financier que vous voulez atteindre prochainement? Je sais que nous avons généralement plusieurs objectifs financiers, mais si vous démarrez dans la gestion de vos finances, il est important de choisir un seul, d'éliminer toute la concurrence que vous avez entre tous vos objectifs et d'en choisir un seul. Si possible, celui qui pourrait être réalisable dans un court terme et qui est quand même assez simple. Et cela ne veut pas dire en fait que vous n'allez pas pouvoir faire le reste de vos objectifs, mais il est important de se concentrer sur un seul pour le moment. Une fois que vous avez votre objectif, la deuxième étape, ça va être de lister toutes les choses que vous pouvez faire pour atteindre cet objectif. Une fois que vous avez listé toutes les choses que vous pouvez faire pour atteindre votre objectif, c'est le moment de le planifier. Donc au lieu de faire un plan sur 1 an ou 3 ans, je vous recommande en fait de réaliser un plan de 3 jours. Ce plan-là va vous permettre de vous concentrer sur les 3 prochains jours et de définir une action que vous pouvez faire aujourd'hui, une autre action que vous pouvez faire demain et une autre après-demain et de recommencer le processus jusqu'à finalement atteindre votre objectif. Pourquoi un plan des 3 jours? En fait, c'est un plan qui vous permet justement de tester des recettes, de tester des choses, est-ce que ça vous convient, mais aussi de dédramatiser le fait de se mettre en action. Tout de suite, 3 jours, ça paraît rien. Et puis on recommence, et puis ça vous permet aussi de réajuster votre plan en cours de route, de vous dire en effet est-ce que cet objectif est toujours adapté ou pas. C'est ça en fait la flexibilité dans la gestion de ses finances. Et un dernier point qui est important, c'est que je vous recommande fortement de vous concentrer sur les choses qui sont dans votre zone de contrôle. Donc parfois en fait dans notre situation financière, il y a des choses qui sont dans notre contrôle et d'autres qui ne le sont pas. Donc concentrez-vous sur ce que vous pouvez changer immédiatement et puis n'hésitez pas en fait à vous demander aussi qui peut vous aider à réaliser cet objectif-là. Il est indéniable que l'argent a une place importante dans notre vie, l'argent est partout, et pourtant on n'ose toujours pas parler d'argent sans tabou. J'ai même l'impression aussi qu'il y a comme une injonction qu'on soit comme une bonne élève avec ses finances, mais je le répète, nous sommes tous et toutes bizarres avec l'argent. Mais par contre, l'argent ne doit pas être un sujet de souffrance. Et je pense qu'il est vraiment important qu'on déconstruise cette idée que gérer son argent est une obligation. Gérer son argent, c'est tout simplement un choix. Et le penser comme ça, en fait, ça permet déjà d'enlever comme une sorte de culpabilité que nous avons. Si vous faites le choix de gérer votre argent, peu importe la stratégie que vous allez mettre en place, en fait, il faut qu'elle réponde à 2 objectifs principaux. Le premier, c'est de vous permettre de prendre conscience du flux d'argent dont vous avez besoin pour subvenir à vos besoins, mais aussi à vos envies. En fait, de quoi vivre loin du stress financier. Deuxièmement, cela doit vous aider en fait à prendre des décisions en ce qui concerne votre vie en général. C'est par exemple vous dire que vous pouvez quitter une situation toxique, que vous pouvez partir en vacances, que vous pouvez faire une reconversion professionnelle. Grosso modo, c'est de vous dire en fait quoi faire de votre argent et prendre des décisions en fait qui ne vous mettent pas dans des situations de vulnérabilité financière. Et puis tout le reste en fait, c'est que du bonus. Pour vous aider à commencer à gérer votre argent sans trop de contraintes, laissez-moi vous présenter les 4 fantastiques. Donc il y a les revenus, les dépenses, la dette et l'épargne. Si c'est la première fois en fait que vous décidez vraiment d'organiser et de mettre en place une stratégie pour la gestion de vos finances, en fait je vous conseille fortement de vous concentrer sur ces 4 piliers-là. L'étape numéro 1, c'est prendre conscience de votre flux financier.
Une fois que vous avez dépassé la résistance émotionnelle de mettre le nez dans vos finances, prenez un moment pour faire un bilan de vos finances personnelles. Donc, pour cet exercice, vous n'avez pas besoin d'un tableau sophistiqué, ni encore même d'un ordinateur. Vous avez juste besoin d'une feuille et d'un stylo, dans lequel, en fait, vous allez répertorier toutes vos sources de revenus, votre patrimoine, votre épargne, vos dettes et vos dépenses. L'étape numéro 2, c'est regarder de plus près vos dépenses. Avant d'aller plus loin, je souhaite briser un peu la croyance que dépenser de l'argent, c'est mal. Dépenser de l'argent, ça fait partie du jeu financier. L'argent, ça va, ça vient. Et c'est justement pour ça que j'aime bien parler de flux financiers. Il faut que ça bouge. Et donc pour ça, nous devons apprendre à dépenser de l'argent sans culpabilité. Et pour ce faire, en fait, on doit apprendre ce qui est important pour nous. Quelles sont les dépenses qui nous apportent finalement? Qu'est-ce qu'on aime? Qu'est-ce qu'on n'aime pas? Et donc, dans l'étape précédente, vous avez listé toutes vos dépenses. Je vous conseille, en fait, à côté de chaque dépense, c'est de les catégoriser. Par exemple, vous pouvez mettre à côté des dépenses indispensables un triangle. Pour chaque dépense indispensable, justement, vous pouvez mettre un triangle à côté. Et puis, pour les dépenses qui vous font du bien, vous pouvez mettre un cœur à côté. Et puis, mettez une croix pour toutes les dépenses, en fait, que vous voulez soit supprimer, soit qui sont à reconsidérer. L'idée ici n'est pas de vous forcer à réduire vos dépenses parce qu'il faut réduire ces dépenses, mais justement de prendre conscience de quelles sont les dépenses qui vous apportent satisfaction et celles qui ne vous apportent pas, et comment justement vous pouvez réorganiser la manière dont vous dépensez de l'argent afin en fait que votre argent aille sur les choses qui vous apportent de la valeur. Connaître votre minimum pour vivre en fait vous servira comme d'une boussole au moment de prendre une décision financière. Savoir par exemple que vous avez besoin de 1 500 $ minimum par mois pour vivre décemment, en fait va vous permettre de prendre une décision comme de vous dire ok, aujourd'hui c'est le bon moment de faire une reconversion professionnelle. En fait je peux me permettre de lancer mon projet, je peux me permettre de prendre une année sabbatique, etc. Parce que vous savez que vous avez besoin d'un certain montant d'argent et que que ce montant d'argent est soit déjà disponible sur un compte épargne, ou soit parce qu'il est facilement atteignable par rapport, vous pouvez aller chercher par exemple des ressources extérieures comme des aides d'État ou autres. Voilà. Donc c'est à ça que ça sert votre minimum pour vivre. Et c'est aussi un peu comme une sorte d'indicateur qui vous permet aussi de, de réduire votre stress financier. Parce que vous savez que quoi qu'il arrive, vous avez besoin de X montant d'argent pour vivre une vie décente. Donc pour le calculer, c'est très simple. Dans l'exercice précédent, vous avez catégorisé pour les dépenses indispensables, si vous avez suivi par exemple, si vous avez mis un triangle, en fait faites juste la somme de toutes vos dépenses indispensables. Donc là, vous avez le premier niveau de votre MPV. Et si vous voulez rajouter par exemple un deuxième niveau, vous pouvez rajouter par exemple avec les dépenses qui vous tiennent vraiment à cœur. Donc à vous de voir comment vous le réajustez. Mais sachez que votre MPV est vraiment là pour vous guider et vous servir comme boussole dans votre prise de décision. Étape numéro 4, faites ruisseler votre épargne. Il n'y a pas de montant exact de combien vous devriez avoir sur votre compte épargne. Mettez ce que vous pouvez. Par exemple, vous pouvez ouvrir un compte épargne à taux élevé et puis verser 20 $ chaque semaine. Au bout d'un an, en fait, vous aurez 1040 €. C'est ça, c'est déjà une épargne. Le plus important, en fait, dans cet exercice, c'est de déclencher le mécanisme. Et vraiment, mettez le montant que vous pouvez. Et puis, un autre point aussi qui est important, c'est de vous fixer une limite. Parce que vous n'allez pas épargner éternellement, par exemple, sur ce même compte épargne à taux élevé. Donc, fixez-vous une limite, en fait, et pour pouvoir passer au deuxième objectif d'épargne. Donc, par exemple, c'est de vous dire, ok, en fait, pour me sentir un peu en sécurité, ou mon premier objectif d'épargne, vous pouvez aussi décider un peu au hasard, il n'y a pas de, comme je vous ai dit, il n'y a pas de règle. Vous pouvez vous dire, en fait, que pour votre premier objectif d'épargne, c'est d'avoir 1 500 $. Une fois que vous avez ces 1 500 $, passez au deuxième objectif d'épargne. Pas forcément sur le même compte épargne, vous pouvez par exemple prendre un peu plus de risques sur le type d'épargne que vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir une autre façon d'épargner, etc. Donc l'idée là, c'est vraiment juste de commencer à épargner. Étape numéro 5, mettez en place un plan de gestion de vos dettes sans tout sacrifier. Si vous êtes endetté, sachez que ce n'est pas une fatalité. Mais par contre, il est important de voir quelles sont vos dettes, combien, quelles sont leurs conditions. En tout cas, de ne pas les cacher sous un tapis parce que sinon, elles risquent de vous hanter pour très longtemps. Et puis maintenant que vous savez à quoi ressemble votre flux financier, vous serez en mesure en fait d'avoir une gestion proactive de votre dette et justement ne pas tout sacrifier. Vous serez en mesure par exemple de
de revoir un plan de remboursement, vous serez en mesure de renégocier par exemple certaines conditions, de faire des propositions. Bref, maintenant que vous savez en fait quelles sont les conditions et quels sont votre flux financier, vous allez pouvoir envisager en fait un remboursement plus sereinement. Et puis, quand il s'agit de d'aide ou même de finances en général, n'hésitez pas en fait à demander de l'aide à des personnes compétentes et surtout des personnes en fait qui vont comprendre votre situation et ne pas vous juger. Même si l'argent est un sujet, on va dire, personnel, il n'y a aucune raison de le faire totalement seul. Étape numéro 6, mettez en place une routine financière. Je sais bien que vous aurez aimé que l'argent soit un sujet que on traite une fois et c'est terminé, on s'en occupe plus. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est même pour ça en fait que j'aime bien parler de relation avec l'argent. C'est quelque chose en fait qui se travaille, qui se nourrit dans le temps. Et donc, pour vous aider en fait à dédramatiser, de se dire en fait comment je peux faire, je vous conseille en fait de bloquer dès à présent entre 15 et 30 minutes dans votre agenda et puis marquer un rendez-vous entre vous et l'argent. Et répétez ça chaque semaine dans lequel en fait pendant ces 15 et 30 minutes vous allez traiter d'un sujet financier à la fois. C'est tout. On arrive à la fin de ce défi. Donc, juste pour rappeler rapidement, nous avons vu donc le premier jour comment dépasser la procrastination financière, le deuxième jour comment mettre en place un plan d'action, et puis enfin le troisième jour comment gérer son argent avec simplicité. Rappelez-vous en fait que avant de plonger dans les chiffres, il est important de prendre un moment pour identifier en fait quels sont les éléments clés de notre propre psychologie avec l'argent. Et qu'aussi l'argent ne doit pas être un sujet de souffrance et qu'un plan de 3 jours, c'est tout ce qu'il vous faut pour vous mettre en action. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour ce défi. Et donc n'oubliez pas de télécharger votre cahier d'exercices dans lequel vous avez tous les exercices que j'ai détaillés durant ce défi et bien plus encore avec tous les détails, toutes les étapes, vraiment pour vous accompagner à compléter en tout cas ce défi. Et puis, merci beaucoup d'avoir participé à ce défi. Et puis, j'espère vous revoir pour d'autres déclics du fric. À bientôt.